Merci. Nos regards croisés, pour reprendre l'expression de ce matin, ont quelques points de convergence, et ces points de convergence, c'est souvent le malheur. Et je vais avec vous essayer de balader dans la demi-heure qui suit les problématiques qui concernent les maladies transmissibles, qui concentrent à elles toutes seules une grande série des problèmes que nous avons évoqués. Comme vous le voyez, les maladies transmissibles, c'est 25% des décès dans le monde, 14 millions par an, le quart donc des décès. Les 2/3 qui concernent des enfants des moins de 5 ans, avec une grande disparité. C'est 40% des maladies mortelles en Afrique sous-saharienne dans les pays du Sud, c'est 15% au Nord. Et vous voyez que d'emblée, on entre dans cette différence qui existe entre le Nord et le Sud. Mais les maladies infectieuses, nous les avons eues, nous les aurons encore, et on peut en promettre qu'il y en aura toujours. Le microbe vit avec l'homme et l'homme vit avec le microbe. Comme vous le voyez, c'est 335 maladies infectieuses entre 1940 et 2004. C'est à l'horizon 2000, environ entre 10 et 40 nouvelles espèces qui vont apparaître, et probablement autant de nouvelles maladies. Alors, je voudrais me servir de l'histoire d'abord dans un premier temps pour essayer avec vous d'évoquer quelques-uns des concepts qui ont conduit à la notion d'émergence des maladies infectieuses. Et puis je reprendrai ensuite, après, bien sûr, les circonstances qui les déclenchent pour essayer de trouver quelques pistes peut-être, parce qu'on ne peut pas rester inactif, même si aujourd'hui on fait le constat que l'homme doit vivre, doit apprendre à vivre avec son microbe ou avec ses microbes. Comme vous le savez tous, jusqu'au milieu du 19e siècle, on a vécu sans comprendre. On a vécu sans comprendre tout en ayant une vague idée de ce qu'était la contagion, mais sans comprendre ce qu'étaient les microbes. À l'époque, on mettait tout sur le compte, ou beaucoup de choses sur le compte d'influences dites telluriques, quand ça n'était pas lié à des religions. Avec quelques constats, c'était des maladies qui, pour la plupart d'entre elles, étaient liées à la pauvreté. Ce n'est pas cependant que quelques personnalités avaient émis cependant l'idée de la transmissibilité. Vous voyez que déjà un siècle avant Jésus-Christ, Varron avait émis la possibilité que les marais pouvaient être source de contagion. Et puis par la suite, eh bien, nous allons trouver quelques-unes des personnalités qui, soit avec le microscope qu'avait découvert le drapier de Delft, Antoine van de Wegvoek, soit à travers une vision comme celle d'Athanas Kirchner pour la syphilis, avaient émis la possibilité qu'il y avait des maladies infectieuses. Mais en réalité, il a fallu attendre le milieu du XIXe siècle pour arriver à comprendre que les maladies infectieuses étaient des maladies transmissibles. Et je voudrais, avec vous, peut-être revenir sur quelques-unes des grandes expériences, parce que je pense que comprendre l'expérimentation d'alors nous permet aussi de comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous avez tous entendu parler, bien sûr, des deux techniques d'asepsie et d'antisepsie, l'une par Semmelweis et l'autre par Lister, qui ont conduit à ce concept. Rappelons cependant que Semmelweis avait eu la prescience de comprendre que c'était, curieusement, les étudiants en médecine, vous voyez, c'était déjà une exclusion à l'époque, que c'était les étudiants en médecine qui, lorsqu'ils entraient dans les salles d'accouchement, après avoir pratiqué les autopsies, transportaient des petits germes de mort. Mais c'est en fait à Pasteur, et je voudrais reprendre 3 expériences de Pasteur, c'est à Pasteur que revient la vraie démonstration qu'il y avait une possibilité de transmissibilité par les microbes. La première est une expérience que Pasteur et Koch, Robert Koch, qui a découvert le bacille de la tuberculose, ont tous les deux fait à quelques années d'intervalle, l'un avec du sérum et l'autre avec de l'urine. Cette expérience est extrêmement simple et on peut se demander comment il a fallu attendre le milieu du XIXe siècle pour arriver à la pratiquer. C'est une expérience de dilution. Ça consiste à prendre le sérum d'un malade ou d'un animal qui est en train de mourir et de le diluer 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une dilution extrême. Mais l'astuce qu'a trouvé Pasteur, c'est qu'entre chaque dilution, il remettait le tube à l'étuve et il laissait le microbe pousser. Et comme cela, bien sûr, le milieu était dilué, alors que le microbe, au contraire, était toujours là. Et c'est la première démonstration expérimentale qu'une maladie transmissible peut l'être par un microbe. Il suffisait, après, de regarder au microscope et de voir effectivement la pullulation bactérienne. 2 autres expériences ont un rôle absolument crucial pour comprendre la transmissibilité. Le premier est le rôle des vers de terre. Et quand j'ai dit qu'ils remettaient à l'étuve, eh bien finalement les animaux font la même chose, c'est une source de pullulation des microbes. En août 1878, vous voyez, c'est pas si vieux que ça, en août 1878, Pasteur, dans un champ, était en train de comprendre pourquoi des vaches devenaient infectées alors que des animaux étaient enfouis très profondément
dans la terre. Comment se faisait-il qu'à la surface, il y avait des infections, alors qu'on enterrait les morts si profondément? Et il bute sur une motte de terre. Et en donnant un coup de pied dans la motte de terre, il aperçoit un ver de terre et il se dit « j'ai trouvé ». Il avait effectivement trouvé que c'était le ver de terre qui convoyait les microbes, qui se trouvaient dans les herbes et qui étaient ensuite absorbés par les vachers de mer. Il avait tout compris sur la chaîne de transmission et sur l'importance que jouent les espèces dans cette transmission. La troisième expérience que je voudrais citer, parce qu'elle est aussi tout à fait remarquable, c'est ce que j'appelle la poule de M. Colin. Colin était un des grands détracteurs de Pasteur, et chaque fois que Pasteur disait blanc, il disait noir. Et Pasteur disait l'anthrax, le fameux charbon, ne se transmet pas aux poules. Et Colin dit pas du tout, moi je vais vous prouver le contraire. Un mois se passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et finalement Pasteur rencontre Colin et lui dit alors vous êtes arrivé à prouver que j'avais tort. Et l'autre lui dit écoutez non, je dois m'excuser. Et à ce moment-là, Pasteur lui dit ben moi je vais vous prouver que je suis capable de transmettre une infection aux poules alors que cette maladie en principe ne le fait pas. Quelques jours plus tard, il se retrouve à l'Académie de médecine et Pasteur a 3 poules. La première, il la sort, elle caquette sur la table. Et Colin lui dit, ben, voyez, elle n'est pas morte. Il dit, non, non, mais ça, c'est le contrôle. Moi, je toujours commencer par les contrôles. Ensuite, il sort la deuxième. La deuxième était effectivement bien portante. Et la troisième était morte. Et il dit, écoutez, c'est très simple. J'ai plongé la poule dans l'eau froide. Et quand je change l'environnement, quand je change, on va dire, le climat, eh bien, à ce moment-là, la bactérie devient pathogène. Et voilà, avec ces 3 expériences, que vous arrivez à comprendre ce caractère de transmissibilité. J'ajoute maintenant un autre point qui va nous permettre de comprendre ce qu'on appelle le darwinisme microbien et qui sont les découvertes de Jacob et de Monod. Je vais aller très rapidement parce que je ne peux pas reprendre ces expériences, simplement pour dire qu'il y a, sachez-le, des bactéries mâles et des bactéries femelles et que le mâle envoie et fait pénétrer son chromosome dans la femelle et que c'est ainsi que Jacob et Monod ont pu décrire qu'il y avait des gènes de contrôle et des gènes de régulation. Le vivant, ça n'est pas seulement de la structure, le vivant, ça se contrôle et bien entendu, ça se contrôle par l'environnement. Alors revenons maintenant sur ce concept du surgissement, ce que j'appelle le surgissement de l'émergence. Vous voyez qu'en 67, eh bien, les Américains, en particulier un haut responsable américain, disaient « c'est fini les maladies infectieuses, c'est plus la peine d'en parler ». Il y avait à l'époque la grande époque dorée des antibiotiques. Et quelques années plus tard, en particulier en 1976, à l'occasion d'une réunion des vétérans, de nouveau, on s'aperçoit qu'il y a une menace épidémique et les Américains sont obligés de déchanter. Ils allaient déchanter encore plus à l'occasion du sida. Je vous pose d'ailleurs ce qui est une énigme. Le sida est apparu se diffuser en 1980, mais en réalité, les premières visions du virus datent de 1920. Qu'est-ce qui s'est passé entre 20 et 80? Personne ne le sait. Peut-être qu'il y a-t-il eu des morts, mais en tout cas, la maladie n'a pas diffusé. Alors, je reviens maintenant sur cette problématique. Pourquoi une maladie émerge? Mais vous voyez que ce n'est pas la première fois qu'on se posait la question et qu'on trouve chez Plutarque des propos de table entre 2 convives qui se posent la question, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle force divine ou au contraire, est-ce que c'est simplement la nature? Et comme c'est des gens très sages, c'était des gens très sages, ils ont dit, écoutez, nous pensons, nous, que c'est la nature. Le problème allait être repris par Lederberg, le même qui avait découvert la sexualité des bactéries, en 90, à l'occasion d'un rapport sur l'émergence, et qui dit, écoutez, nous sommes en face d'un darwinisme microbien, et c'est comme ça qu'il faut revoir l'évolution. Alors je voudrais maintenant reprendre avec vous, ayant décrit ces petits points d'expérimentation et comment la théorie de l'émergence est arrivée, sur quelques points de l'histoire des maladies infectieuses. Au fond, l'homme a appris les épidémies le jour où il a mis à marcher et surtout le jour où il a rencontré l'animal. 70% des maladies infectieuses sont des zoonoses. Et vous le voyez ici, au moment où il a domestiqué le bœuf, il a attrapé la variole, la lèpre, la tuberculose. Le mouton, il a attrapé l'anthrax. Le porc et le poulet, la grippe. Le cheval, le tétanos. Et on pourrait diverger. Et un point important est qu'il y a des différences considérables dans la manière dont on élève les animaux entre l'Eurasie et le Nouveau Monde. Et c'est probablement pour ça que le Nouveau Monde a été protégé des infections pendant très longtemps. Eux, les animaux d'élevage, c'était le lama, le cobaye et l'alpaga, et pas du tout les animaux dont on parle là. Et c'est probablement à cause de ça qu'ils allaient s'infecter avec retardement le jour où ils allaient rencontrer effectivement les Eurasiens. Je reviens sur les pestes parce que, comme vous le voyez, on apprend beaucoup à travers l'histoire des pestes et beaucoup sur ce qui nous menace et ce qui nous a menacés dans un passé récent. La première apparaît, comme vous le voyez, non pas tant chez Thucydide, mais surtout au VIe siècle. C'est une peste dite justinienne, elle a fini par tuer Justinien, qui est apparue, qui s'est étendue pendant 2 siècles
avec 15 reprises, mais surtout ce qui est considérable et qui doit faire comprendre l'importance de ce drame épidémique, c'est la mort de 50% à peu près, tout du moins de ce qui était repéré, de l'Empire romain avec le démantèlement du commerce. On voit apparaître un certain nombre de caractéristiques que je vais reprendre tout à l'heure à travers les cavaliers mongols et la guerre bactériologique. Mais ce que la peste nous apprend, c'est que face à la maladie, les hommes sont égaux. Et la crasse, puisque c'était ça qui l'a défini, n'a pas de frontières, la pauvreté malheureusement un peu plus. Un mot sur la syphilis, pour vous dire simplement que c'est une maladie qui en fait était assez curieuse au départ. Elle était très dangereuse et puis elle est devenue chronique. Et d'ailleurs, ceci vous explique le nombre de mots qui a été donné à la syphilis: mal de nappe, grosse variole, mascatillon, French pox, et etc. Et pour se terminer dans un mot qui est assez joli d'ailleurs, qui est le berger du poème de Frascator, et qui veut tout simplement dire l'amour des prostituées pour truie, qui était à l'époque un mot qui était évoqué pour les prostituées. En réalité, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une pression de sélection, c'est-à-dire une différence entre virulence et transmission. Si le microbe est très virulent, il meurt, il tue son individu, il n'a pas le temps de se transmettre. Et je voudrais juste insister sur un point fort de ce qui est apparu pendant toutes ces épidémies, c'est les relations entre le pouvoir et le savoir, à travers, comme vous le voyez ici, les cordons sanitaires et l'invention de la quarantaine. Et pas plus tard et en 1920, ici s'érigeait un grand mur au moment d'une épidémie qui essayait d'éviter que la contagion de Marseille atteigne la ville d'Aix. Vous voyez en fait que toute cette problématique qui tourne autour du biopouvoir et du biosavoir ne s'est pas arrêtée. Et en réalité, le débat a tourné pendant très longtemps entre des mesures qui entravaient le commerce, des mesures qui allaient contre les droits de l'homme, qui circulaient les uns les autres pour poser des vrais problèmes en fait de sécurité et d'hygiène. Mais cette vision de l'épidémie est allée très loin puisqu'elle a représenté une part de la science génocidaire. Regardez ce qu'écrivait Lénine à l'époque: le pouls vaincra le socialisme, où le socialisme vaincra le pouls. Et vous le savez, nous savons tous combien le Troisième Reich a utilisé cette problématique des poux pour anéantir les Juifs. Alors, je viens maintenant pour citer quelques-uns des épisodes récents et pour vous mettre aux quatre coins de cette diapositive, au fond, les animaux, qui sont, je le répète à nouveau, 70% des cas d'infection. Vous trouvez ici quelques-uns d'entre eux qui transportent les microbes. La chauve-souris qu'on va trouver sur Ebola, dans des phénomènes assez curieux, puisque la chauve-souris se met sur les arbres à la saison sèche, puisque les placentas des chauves-souris tombent sur les gorilles, que les gorilles les mangent, ou autres singes d'ailleurs, et que c'est ceux-là qui sont la transmission vers l'homme. Le SRAS, où nous avons encore la chauve-souris, mais un autre intermédiaire qui est la civette. Le chikungunya, et vous retrouvez le moustique. Et la fièvre hémorragique d'Azantine, qu'on a mis très longtemps à arriver à trouver pour comprendre qu'en fait c'était une petite souris qui était dans le maïs et qui, au moment où les moissonneuses batteuses passaient dans les sangs, était mise en morceaux et que le sang était jeté sur ceux qui suivaient derrière et qui par conséquent se contaminaient par les déchets de souris avec les moissonneuses batteuses. Alors, je reviens maintenant, et c'est au fond, ça a été le but, le cœur de toute nos discussions de ces jours derniers sur les grands raisons de transmission des maladies, que j'appelle science et conscience. Pas tout savoir, encore faut-il après savoir quoi faire. Le premier d'entre eux, c'est la démographie et les problèmes liés au comportement. Il faut le rappeler, c'est 6 milliards d'hommes qui vont donner jusqu'à 9 milliards en 2025, même si j'ai bien compris que les prévisions de population pouvaient avoir des écarts-types assez larges. Mais c'est surtout une population qui vit dans des mégapoles, 40 mégapoles en 2020. 15% de la population mondiale vivent dans des bidonvilles. Or, c'est là dans ces pays du Sud, c'est là proche de la faune, proche des milieux de la biodiversité, que les microbes circulent. C'est là aussi que s'instaure une immunité acquise. Et on comprend ainsi combien c'est un facteur majeur de contrôle des épidémies. Et puis, les pratiques agricoles. Les pratiques agricoles multiples, la déforestation, qu'elle soit en Amazonie, en Afrique tropicale, cette déforestation est source, bien sûr, et comme vous le voyez, des modifications de la faune, et en particulier des moustiques et d'autres insectes vecteurs. C'est l'élevage intensif que Luis Fresco a rappelé rappelé hier. C'est la mixité des hommes et des animaux entre des espaces urbains, agricoles et naturels.
Troisième grand facteur, les déplacements humains et l'immigration. Sachez que 220 millions de personnes vivent aujourd'hui hors de leur pays de naissance. C'est 100 millions de voyageurs par mois. Et avec eux, bien sûr, leurs microbes. Et 43 millions de personnes qui sont déplacées dans leur pays. Enfin, c'est aussi la mondialisation des échanges et des marchandises. Vous citez à chaque fois quelques-unes des exemples pour lesquels il est prouvé que c'est eux qui sont effectivement responsables d'épidémies. Regardez, dans les ports américains, c'est 26 millions de containers qui circulent, et avec eux des microbes, bien sûr. Aujourd'hui, en moins d'une journée, on est capable d'atteindre l'autre bout de la planète. Et puis, il n'y a pas que l'avion, il y a aussi le train et la voiture. Le SRAS, on le sait, a été transporté par avion. Et vous voyez combien ça a coûté, en fait, vous le voyez ici, en l'augmentation des transports aériens. Pour continuer également dans les autres facteurs, c'est les précarités des conditions sanitaires, les problématiques d'hygiène et bien sûr derrière les infections nosocomiales. Si les maladies surviennent pour la plupart au sud dans des conditions de grande pauvreté, c'est aussi parce que les conditions sanitaires sont dramatiques et catastrophiques. Et parce que c'est là aussi où il faut apprendre et aider nos collègues à mieux comprendre ce que sont les problèmes de l'hygiène. Il n'y a pas que ça. Il y a les désorganisations, bien sûr, des systèmes de santé, notamment au sud, et le risque de contamination par l'aliment et par l'eau. Et puis, c'est l'évolution des pathogènes. Alors en bas, bien sûr, on a beaucoup entendu parler ici du changement climatique. Pour les scientifiques, mais vu du côté de la médecine, ça n'est pas, pour ce qui concerne la transmission des épidémies, un facteur qui est considéré comme important. Ça ne veut pas dire qu'il soit négligeable, mais ça n'est pas le plus important. Et on cite des exemples, je vous les cite ici, comme la fièvre de la vallée du Rift ou le virus White Nile. Mais vous voyez que petit à petit aussi, on voit émerger un grand problème qui est la résistance aux antibiotiques, à la fois dans les animaux d'élevage, Louise Fresco le rappelait hier, mais aussi chez l'homme avec des changements de virulence. Cela dit, on a trouvé chez les animaux, chez les mammouths, qu'on arrivait aux quelques squelettes de mammouths, on a trouvé des microbes qui possédaient déjà des marqueurs de résistance aux antibiotiques avant même que les antibiotiques soient utilisés par l'homme. Donc la nature avait inventé finalement la résistance elle-même. Alors, un mot pour terminer sur le dernier, parce que l'affaire n'est pas éteinte. La guerre bactériologique, je vous signale que la première est le siège de CAFA, que je vous signalais tout à l'heure, où les individus pesteux avaient été utilisés par les Mongols qui assiégeaient la ville de CAFA pour transporter la peste. Et ils avaient envoyé des morts sur des catapultes. Personne n'avait compris que c'était les puces. Mais en réalité, ce n'était pas les puces, c'était les rats qui suivaient les cadavres. Et c'est comme ça que la peste est entrée dans la ville de CAFA et qu'elle s'est diffusée très largement par la suite. La guerre bactériologique, il faut rappeler aussi un des points centraux qui sont ce qui s'est passé pendant la guerre de 39-40 et en particulier en Chine avec la fameuse dramatique unité 731 dirigée par Isshin Shiro. Ce qui est incroyable, c'est qu'au lieu d'être jugé à Nuremberg, Isshin Shiro est parti ou a donné une partie de ces données considérées comme scientifiques aux Américains d'un côté, aux Russes de l'autre, et qu'il n'y a pas eu de procès contre les Japonais, alors que c'était de l'expérimentation absolument épouvantable pour tester tous les produits susceptibles d'entraîner une guerre bactériologique. En réalité, Shiro n'a pas vraiment réussi. Il n'a pas réussi à donner la peste et autres, mais il a réussi quand même à contaminer un nombre absolument incroyable, 10 à 20 000 Japonais, en répandant sur le sol la microbe du choléra. Mais ça a continué longtemps, jusqu'en 69. Et c'est Nixon, parce qu'en fait, il s'est aperçu que l'expérience risquait de lui coûter, qui a arrêté à l'époque les recherches aux États-Unis. Mais 69, c'est pas si vieux. Ça a continué en URSS jusqu'à relativement récemment, et ça continue certainement aujourd'hui dans un certain nombre de pays du monde, notamment, pense-t-on, en Corée du Nord et en Iran. Cela dit, il y a d'autres dangers. Ces dangers, ils sont chez les scientifiques. Car certains scientifiques ont fait des recombinants entre des virus qui ne se transmettent pas et des virus qui sont extrêmement dangereux. Pour arriver à avoir des virus qui sont extrêmement dangereux et qui se transmettent bien, imaginez qu'un virus extrêmement dangereux et qui se transmette bien sorte des portes du laboratoire, et c'est la planète entière qui risque d'être menacée, d'autant qu'on n'a pas encore de moyens contre ce nouveau virus recombinant. Alors je voudrais terminer et me retourner vers l'avenir, et peut-être 3 points d'avenir et 3 leçons, je dirais, pour l'avenir. La première, c'est, au fond, si je faisais un symbole avec ce rempart qu'on dresselait avant entre la ville d'Aix et Marseille pour essayer d'aller contre la contagion,
Je suis là pour vous dire qu'il y a me semble-t-il, trois points sur lesquels nous pouvons agir. Le premier, c'est la recherche. On ne le dira jamais assez. La recherche, la recherche, la recherche. La recherche et la veille. Et la recherche et la veille, elle est faite justement par ces chasseurs de virus que vous voyez en haut, à droite. Si Gérard Matron est dans la salle, il reconnaîtra peut-être derrière l'une des casaques quelqu'un du CIRAD, parce qu'elle était ici dans le centre de recherche dont je préside le comité scientifique, qui se trouve au Gabon, au cœur de la forêt tropicale, à Ebola, et vous voyez que c'est là, en fait, par des interactions entre des biologistes, des médecins, des vétérinaires, des épidémiologistes, des agronomes, des géographes, des écologues, des climatologues, et d'autres encore, que l'on est capable de surveiller la faune, de comprendre, d'isoler les micro-organismes et d'utiliser ce que nous propose la science et les techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire la détection des microbes avec tout ce qu'on sait faire maintenant, des explorations de génome entier par PCR, avec l'utilisation du stockage et les réalisations de bioinformatique, et bien sûr avec l'analyse spatiale et les systèmes d'information géographique. La recherche et la veille, c'est un. Le deuxième point, c'est la diplomatie sanitaire. Et j'ai mis, et je continue à mettre cette interrogation. S'agit-il d'une diplomatie par la santé, pour la santé, ou d'une santé pour la diplomatie? Le curseur n'est pas évident. Que veux-je dire derrière soi? À mon sens, la diplomatie doit être au service de la santé, et non pas la santé, prise en otage par des diplomates pour faire de la politique. Mais il faut faire attention, et ces problématiques de gouvernance multilatérale sur le monde et sur les changements globaux, et en particulier sur la santé, sont des points importants qui crispent les gouvernements et qui sont source parfois de confusion. Bien sûr, il y a beaucoup de réseaux, beaucoup d'agences, beaucoup de monde, mais en réalité, le Sud est pauvre. Les chercheurs n'existent pas ou peu au Sud, hormis ceux qui viennent au Nord. D'ailleurs, les principaux chercheurs du Sud sont souvent au Nord. Et par conséquent, il faut avoir un œil. Et toute cette lutte contre la pauvreté et pour le développement durable, c'est aussi s'intéresser à ces problèmes de diplomatie sanitaire, si on prend le mot au sens très large. Et puis, je terminerai sur... ma troisième leçon, c'est science et société. Nous avons vu, au moins en France, combien finalement la société comprend mal, ou insuffisamment, disons, ce que c'est qu'une épidémie, comment ça se place, quels sont les facteurs de risque, et pourquoi de nouvelles épidémies nous menacent, ce que sont même les microbes. Et il me semble qu'il faut appuyer sur trois points, sur l'information, sur la communication, et surtout sur l'éducation. L'information, parce qu'elle doit être bien sûr adaptée au grand public, mais pas seulement au grand public. Elle doit être adaptée aux médias. Les médias doivent savoir de quoi on parle. Elle doit être adaptée aux décideurs. Et en termes de communication, pour reprendre peut-être ce qui a été dit hier, c'est une communication qui doit être dynamique. C'est-à-dire que le décideur, qui en définitive communique, doit être en contact direct avec le grand public pour comprendre ce qu'il ressent et pour éviter à tout moment qu'à le risque de ce que j'appelle l'infodémie, qui sont en fait des fausses rumeurs, et qui soient répandues. Et cela, il y a un nouveau mode d'échange, il y a quelque chose à trouver avec les publics, et j'en viens donc à ma troisième proposition, qui est l'éducation. L'éducation, elle doit se faire en temps de paix, entre les crises. Elle doit parler de la vie des microbes, elle doit parler des interactions qu'ont les hommes et les microbes, et elle doit, quelque part, anticiper la métamorphose des pestes. Alors, ce que peut-être il faut apprendre, c'est qu'au fond, l'homme a toujours vécu avec le microbe. Et l'homme et le microbe sont faits pour vivre ensemble. En réalité, je vous ai donné quelques images ici. Le lichen, je crois qu'aussi on en a parlé, qui sont en fait une interaction durable entre deux composants végétaux. L'un ne vit pas sans l'autre. L'un ne vit pas sans l'autre. C'est un mariage à l'amiable. Et c'est ça le parallélisme, finalement. Chacun y trouve son compte. Mais ma deuxième propos, c'est sur le colibri, qui est une évolution absolument remarquable et qui montre, si vous le voyez ici, que le colibri a un petit bec recourbé qui lui permet, lorsqu'il plonge en bas de la pistil, d'arriver avec son front à attraper le pistil des plantes et à les diffuser. Et vous voyez comme quoi la nature est arrivée finalement à des évolutions et à des coévolutions. Il n'y a pas d'évolution sans coévolution. Et la coévolution dont nous parlons aujourd'hui à travers les épidémies, c'est la coévolution de l'homme et du microbe. Et je vous citais ici une citation de Van Allen, qui est un théoricien de l'évolution qui, à la fin des années c'est pas 1910, hein, il est mort beaucoup plus tard, il y a une erreur, mais qui à la fin des... Oui, il est mort après.
à une citation qui est reprise par les théoriciens de l'évolution d'Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous d'Alice au Pays des Merveilles, mais il y a un moment où Alice se met à courir et elle est attirée par la reine de cœur. Et puis elle s'arrête brutalement et elle lui dit « Attendez, mais je ne comprends pas, parce que plus je cours et moins j'avance. » Et la reine de cœur lui dit « Mais écoutez, oui, c'est tout à fait normal. Ici, il faut courir de toutes ses forces pour rester au même endroit. » C'est ça l'évolution, en fait. C'est-à-dire que quand il y en a un qui court vite, l'autre suit très vite, et ainsi de suite. Et finalement, l'homme et les microbes se sont adaptés. L'homme a évolué avec le microbe, avec des méthodes et des armes de plus en plus sophistiquées, mais le microbe aussi. Et si je devais donner donc un mot de conclusion, c'est à la fois pour dire pas de panique, il y aura de nouvelles épidémies, nécessairement. Elles ne sont pas plus graves qu'elles l'ont été avant. Et je crois, à travers ces diapositives un peu rapides, vous avez montré que les pestes ont décimé. Ce n'est pas pour ça que, malheureusement, de nouveaux drames n'arriveront pas. Mais il faut que nous fassions face avec courage, avec lucidité, et peut-être que nous essayons d'envisager quelques-unes des pistes que j'ai citées là. Et en tout cas, il y en a une d'entre elles que je sens à travers les discussions que nous avons à Arbois, c'est de mettre tout le monde autour de la table, tous ceux qui ont parlé ces jours derniers, et de se focaliser sur la prise en part de toutes ces, à la fois, problèmes qui traitent des problèmes de la démographie, qui traitent des problèmes des migrations, qui traitent des problèmes du climat, qui traitent bien sûr des problèmes de sécurité alimentaire et d'agriculture, et qui convergent, ou pourraient converger au moins pour une part, vers un des grands fléaux qui a menacé, qui continuera de menacer l'humanité, qui sont les maladies infectieuses. Merci.